que j'ai fait avec Zingaro dans ma vie, je l'ai fait à cause des chevaux, j'allais dire grâce et à cause des chevaux, quoi, en fait. Donc voilà, ça m'intéressait de faire ressortir ça. Puis c'est vrai que maintenant, le théâtre Zingaro existe depuis bientôt presque 30 ans. Et c'était peut-être important de recadrer pour une nouvelle génération un peu ce qu'était l'énergie première qui a permis de créer cette aventure, on va dire. Le concertiste, c'est pareil, il donne un concert, il provoque une émotion très particulière qui est liée vraiment à un instant T, des gens face à d'autres gens qui partagent quelque chose, une communion, que ce soit autour de la musique, que ce soit autour de la danse, que ce soit autour d'un texte, et qui n'existe plus à la seconde où il a été donné, quoi. Il n'existe plus que dans la mémoire des gens qui l'ont ressenti. Et c'est quelque chose qui paraît comme ça un peu normal, on va dire, mais qui pour moi est très différent de l'artiste qui produit un objet. C'est-à-dire quelqu'un qui va produire un film, qui va produire une sculpture, une peinture, un livre. Il produit un objet. Et pour moi, c'est très important cette relation au temps et au public. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'essaye de cultiver, dans la mesure du possible, avec Zingaro, depuis maintenant presque 30 ans, une relation de suivi avec le public. C'est-à-dire qu'on essaye de choisir une ville par pays et de s'y tenir et d'y revenir pour essayer de cultiver une relation j'allais dire presque amical, c'est-à-dire que le but n'est plus tellement de dire avec le public qui suit Zingaro s'il aime ou il n'aime pas, c'est de dire tiens, qu'est-ce qu'ils font maintenant, quelle que soit la discipline. Je pense que ce soit le danseur, le musicien ou l'écuyer, c'est la balance perpétuelle entre le travail qui est de toute façon indispensable quotidien, ce qu'on va appeler la gymnastique quotidienne, quoi. Il a une exigence d'un entraînement assez astreignant, on va dire, et en même temps ne pas perdre l'envie, quoi. Et chez les chevaux, c'est encore plus difficile, parce que quand on travaille avec des chevaux, il ne faut jamais oublier qu'on travaille avec un animal qui déjà ne parle pas et qui surtout n'a pas choisi de faire ça et qui ne sait pas pourquoi il le fait. Alors c'est d'autant plus complexe que sa motivation, il faut aller la chercher ailleurs, quoi. La véritable motivation, ce qui fait l'émotion du geste, ça c'est quelque chose de très difficile à faire garder chez le cheval, quoi. Parce que trop d'entraînement, trop de mécanisation, surtout que le cheval a beaucoup de mémoire. Donc très vite, ça peut être un problème, c'est-à-dire qu'il va mécaniser ses gestes, ce qu'on appelle. Et j'avais un maître, un de mes seuls maîtres, un vieil écuyer, qui disait cette phrase que je trouve géniale, parce qu'elle est théorique mais extraordinaire, qui disait « Le grand dresseur, c'est celui qui d'abord sait quand demander plus et quand récompenser ». Donc déjà, ça c'est... Et puis il disait « L'idéal étant de pouvoir récompenser le cheval au moment où il a l'intention de vous donner le geste que vous lui demandez ». C'est-à-dire que vous ne lui laissez même pas exécuter le mouvement, vous le récompensez. Parce que si vous mettez deux danseurs sur une scène, l'un qui s'appelle Tartampion et l'autre qui va s'appeler Nijinsky, ils vont faire la même chorégraphie, l'un va vous faire pleurer et pas l'autre. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Ils auront fait les mêmes gestes pratiquement. Parce que l'un va mettre dans ses gestes une émotion, un contenu humain, on va dire, que ne veut peut-être pas y mettre l'autre. C'est là qu'est le talent, c'est là qu'est la charge d'émotion, quoi. C'est là que tout d'un coup, on parle d'acte artistique, quoi. C'est ce que Brel disait, le talent, c'est l'envie de faire les choses. Et je trouve ça très, très juste. C'est pas quelque chose qui vous vient du ciel, c'est pas un don de Dieu. Non, c'est le moteur que vous avez à l'intérieur, qui est d'ailleurs... enfin, ça va assez loin, parce qu'on pourrait disserter là-dessus. C'est le moteur que vous avez à l'intérieur, il va vous obliger à faire ça, voilà. Donc on dit souvent un grand auteur n'écrit qu'un livre dans sa vie, un grand peintre ne peint qu'un tableau. C'est tout d'un coup il a un domaine où il a touché le public, où il est hypersensible, on va dire, où il a quelque chose à dire, quels que soient les moyens. Si c'est avec 2 bouts de ficelle, tu fais avec 2 bouts de ficelle. Si tu as plus d'argent pour le faire, bah, profites-en, fais-le. Mais de toute façon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est le moteur qui te fait bouger. Qui t'oblige à faire ça, quoi. Et non, je dis un peu dans le livre, souvent les gens disent « Ah bah vous êtes né à cheval, vous avez un don j'en sais rien, j'ai peut-être une facilité, on va dire, mais surtout, moi, ce que je me souviens, d'abord, mon père était architecte, je suis né à Courbevoie, donc pas dans un milieu de chevaux, et ils m'ont toujours raconté que tout petit, dès que je voyais un cheval dans un champ, j'étais fasciné. Mais la fascination, comme je le dis dans le livre, c'est quoi la fascination? C'est un mélange d'admiration et de peur. Quand tu as 5 ans que tu es haut comme ça et que tu es face à un animal de 700 kilos qui s'approche de toi, tu fais pas, bah, moi je le connais, je m'appelle Bartabas, tu vas voir, tu vas me bouffer dans la main. Non, non, tu es mort de chiasse. Tu es devant un truc que tu comprends pas, qui est énorme. Et justement, c'est la première leçon que m'ont appris les chevaux, c'est à dominer ma peur, à vaincre cette peur pour essayer de comprendre cet animal et voilà, de surmonter ma peur et d'aller vers l'inconnu, quoi. Et j'ai dit toujours, c'est la première leçon que m'ont appris les chevaux. C'est ne pas avoir peur de l'autre, quoi. Et aller vers, justement, parce que souvent, tous les problèmes viennent de là, hein. Que ce soit des problèmes de racisme, d'incompréhension, ça vient d'abord de l'ignorance et de la peur de l'autre, quoi. On ne comprend pas, donc on a peur. Et voilà, donc ça, c'est quand même déjà la première leçon que m'ont appris les chevaux.
Dans mon cas, enfin, pour moi, hein, c'est-à-dire que pour moi, ça a été comme ça parce que, aussi bien que je me souvienne, Zingaro n'a jamais été un projet. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était, si je voulais aller vite, je dirais, j'avais pas envie d'aller à l'école, d'apprendre un métier et d'attendre près d'un téléphone qu'on m'appelle, on me proposait du boulot. Je me dis, je préfère vivre tout de suite une aventure de vie avec des potes et puis on apprendra en faisant, quoi. Donc voilà, il y a un côté un peu trash, un peu violent au départ, hein. Ça a d'ailleurs été assez. Enfin, pour moi, ce sont des très belles années, mais enfin, c'était des années difficiles où j'allais dire presque les réflexions artistiques passaient au second plan. Il fallait d'abord survivre, quoi. Arriver à. Voilà. Il faut savoir que quand tu pars comme un. Si tu as 17, 18 ans, tu pars avec un cheval dans un camion, bah, c'est comme si tu avais un gamin, quoi. Il faut le nourrir, il faut lui faire son box, il faut trouver de l'argent pour le nourrir, il faut pouvoir trouver le lieu pour l'entraîner. Enfin voilà, je vous passe les détails, quoi. Mais pendant longtemps, la vie de Zingaro, ça a été s'entraîner dès qu'on voyait une pelouse à peu près plate, on s'arrêtait, on sortait les chevaux. Et puis au début, il y avait des gens qui s'arrêtaient. Ah super, vous avez assez beau un cheval. Puis au bout de 2 minutes, il y a quelqu'un vous a donné l'autorisation d'être là. Et un quart d'heure après, tu avais les flics, quoi. Donc on embarquait, on partait, et voilà, quoi. Donc souvent, ça a été ça pendant longtemps. Mais bon, je le regrette d'ailleurs pas du tout, hein, parce que c'était une vie. Voilà, on avait 20 ans, c'est bien marré. Mais voilà, au départ, ça a été quelque chose d'assez sauvage, quoi. Puis ça, c'est petit à petit, spectacle après spectacle, on a vu le chemin qui s'ouvrait, quoi. Mais c'est parti d'une aventure un peu folle, quoi. Mais je pense il n'y a pas de grande aventure théâtrale un peu novatrice, on va dire, s'il n'y a pas une folie au point de départ. Ce que j'appelle folie, c'est-à-dire le non-calcul. Mais même encore aujourd'hui, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, quand je dis Zingaro est un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que, évidemment, si on le regarde de l'extérieur, on va dire, ah bah oui, vous êtes connu, vous c'est facile, vous avez un théâtre, un chapiteau. Oui, on a tout ça, mais on ne dépend que de la bonne volonté du public, quoi. On a à vendre que notre passion, et comme elle n'est pas reproduisible, même en remplissant le chapiteau de 1300 personnes, et bien voilà, on arrive à payer tout le monde, on arrive à vivre, ce qui est déjà très beau, et on arrive à mettre de côté de quoi en préparer le suivant. On gagne le droit d'en faire un autre, quoi, en fait. Mais voilà, et pourquoi ça marche? Et pourquoi les gens sont prêts à tout? Parce qu'ils savent ils savent pour qui ils travaillent pour eux et pour les spectateurs. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui leur dit de travailler un peu plus, que j'ai pas eu assez de dividendes ce mois-là, là, ou j'ai pas encore assez gagné, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est tout bête, mais qui est tout simple, mais qui est quand même les données fondamentales, quoi, au niveau je pense, d'une entreprise, d'une aventure humaine. C'est fondamental, quoi. C'est quelque chose d'assez particulier, hein, Zingaro, hein. C'est-à-dire que j'ai noté avec le temps, c'est assez drôle, ça, comment les gens fleurissent à l'intérieur de la compagnie. Moi, je dis ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un temps qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. Ce n'est pas un apprentissage. C'est-à-dire que souvent, bon, si je veux simplifier, par exemple, souvent un jeune qui arrive, il va avoir des capacités physiques peut-être supérieures à un qui est déjà là depuis 20 ans, ou bon, qui commence à avoir la quarantaine. Pour un acrobate, ça commence à tirailler un petit peu. Bon. Eh ben, le jeune qui veut beaucoup donner, qui a plus de capacités, va souvent moins être reçu par le public, ou moins il va donner trop, qui fait qu'en fait, il ne va rien exprimer. Et celui qui est plus vieux, parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il est là, il va, on va en imposer, ou il va, voilà. Tout ça pas parce qu'il est plus ancien, parce qu'il sait être là, tout simplement, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ne se dirige pas. Il y a un moment, l'apprentissage n'a qu'une certaine limite. C'est-à-dire que je dis souvent, expliquer aux gens les choses, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est les ressentir, quoi. Pour moi, en tout cas, l'artiste de théâtre, c'est quelqu'un qui vit, c'est assez complexe, hein, qui vit en dehors de la société. Souvent, il y a une époque, on a beaucoup parlé du rôle de l'artiste dans la société. Mais moi, je vais être un peu violent. Je dis, le rôle de l'artiste dans la société, il est justement de ne pas y être. Donc c'est assez complexe. Il ne peut pas exiger de la société des aides, des trucs comme ça, et de l'autre côté, avoir un regard là-dessus, être forcément critique, ou en tout cas avoir exprimé quelque chose. C'est assez particulier. Il en a en même temps besoin, parce qu'il vit, surtout dans le spectacle vivant, on n'existe que 1h30 face au public, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il n'y a personne, le public c'est tous des cons, moi je suis un génie. Non, non. Soit il se passe quelque chose pendant 1h30 devant les gens, soit on n'existe pas. Encore pareil, c'est assez tranché. Je ne suis pas d'accord avec le regard théâtre populaire d'un côté et on va dire populiste, et puis d'un côté théâtre de recherche, d'avant-garde. Non, pour moi, il y a des œuvres fortes et il y a des œuvres plus faibles. Voilà, une œuvre forte, c'est une œuvre qui plaît à tous les publics. C'est-à-dire que devant un grand tableau, quelqu'un qui connaît rien en peinture, il doit être touché. Et puis quelqu'un qui connaît très bien va dire ah ben ça c'est intéressant parce qu'il y a ça, et voilà. Mais peu importe, tu touches l'humanité profonde, quoi. Je veux dire, il y a un moment. Donc c'est pas faire quelque chose qui plaît, c'est arriver à faire une alchimie pour amener le public là où tu veux l'amener, mais sans le perdre. Et surtout tout le public. En gros, je dis ça autrement, c'est pour moi la mise en scène, c'est trouver le temps juste qu'il faut une image pour s'imposer, pour avoir toute son efficacité auprès du public. Est-ce qu'il faut un moment long qui va presque jusqu'à l'ennui pour que le spectateur tout d'un coup détecte ce petit détail que je voudrais qu'il ressente? Donc il doit passer par un stade presque où il va dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, il se passe ça. Si tu lui balances tout de suite ça, il ne va pas le voir.
Et puis par contre, des fois, ça peut être une fulgurance, un cheval qui va traverser, ça va durer 30 secondes, et cette image-là, elle va l'avoir incrustée pour toute sa vie, quoi. Et si elle avait duré 20 secondes de plus, peut-être ça aurait été un petit peu laborieux, quoi. J'arrivais à un âge, on dit, où il serait temps d'un peu transmettre ton soi-disant savoir. Alors déjà, moi, je crois que je ne sais pas grand-chose, parce que les chevaux sont là pour te rappeler que de toute façon, tu peux passer pour un con dès le lendemain, dès le nouveau cheval qui arrive, quoi, hein, malgré toute ton expérience. Donc déjà, ça calme. Hein, c'est-à-dire que ça rend assez humble, quoi. Hein, je veux dire, tu t'aperçois qu'en fait, tu connais pas grand-chose et que c'est tellement long de dresser un cheval que même une vie de même 30 ans passés dans les chevaux, tu as dressé quoi, vraiment une vingtaine de chevaux. Est-ce que tu peux dire que tu connais tout? C'est pas vrai, quoi. Donc quand j'ai voulu penser à la transmission, je me suis dit bon, je vais pas faire des colloques, je vais pas faire des conférences. Pour moi, la réponse a été immédiate, c'est-à-dire tiens, je vais faire une école carrément, quoi. Et là, j'ai créé l'académie à Versailles. Et puis en fait, je me suis rendu compte, sans le faire exprès, mais c'est les 10 ans maintenant, donc j'ai dû. Et à l'occasion de ce livre, j'ai aussi un peu réfléchi. Et je me suis aperçu en fait avec horreur où c'était assez drôle que j'ai refait une deuxième compagnie, j'ai refait un deuxième Zingaro quelque part. C'est-à-dire que tout d'un coup, je redis que l'engagement d'une vie d'artiste ne peut être qu'un engagement de vie. Une école artistique ne peut être qu'une école de vie. C'est d'abord apprendre à travailler, se respecter ensemble pour faire quelque chose. Voilà, la technique, tout ça, c'est de la rigolade. Ça, la technique, c'est des cours, c'est du temps, voilà, c'est de la souffrance, tout ce que vous voulez, mais c'est facile. Donc, qu'est-ce que tu peux transmettre de ton vivant, en fait? Et donc, j'ai pensé qu'en fait, ce que tu peux vraiment transmettre, toi, en tant qu'artiste, c'est ton énergie et mes doutes. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, quoi. C'est les doutes qui comprennent que, oui, Bartabas ne sait pas tout. Et on se met autour d'une table, on crée un spectacle, je suis comme eux, quoi. Je merde comme eux, on cherche comme eux, on doute comme eux, on est là 2 jours avant la première, c'est une catastrophe, comme tout le monde, quoi. Je veux dire. Et ça, c'est important, qu'ils ne pensent pas qu'il y a un moment dans la vie où tu apprends, puis après, tu sais. Voilà. Et là, maintenant, tu sais, tu n'as plus qu'à faire les choses, et puis après, tu prends ta retraite, tu te reposes. Non, tu dois le doute, c'est un moteur. Et je vais encore plus loin, je pense qu'il faut beaucoup de force pour pouvoir se permettre d'avoir du doute. C'est-à-dire, pour introduire le doute dans ton travail, il faut de la force. Il faut une vraie force mentale. C'est-à-dire que c'est une faiblesse de dire « je sais », en fait. Merci à toutes et à tous pour votre présence.